Bonjour, donc bienvenue dans cette session confinée où nous allons parler de certificats Let's Encrypt et de 4D. Donc en deux mots, Let's Encrypt vous permet d'obtenir automatiquement des certificats gratuits, ce qui est tout à fait intéressant. Et donc peut-être certains d'entre vous connaissent déjà Let's Encrypt. Bon, de toute façon, ne vous inquiétez pas, si vous ne connaissez pas Let's Encrypt, je vous présenterai Let's Encrypt dans les détails. Donc cette présentation est destinée aux développeurs qui utilisent 4D en tant que serveur web HTTP, soit en tant que serveur de page HTML statique ou dynamique classique, mais aussi en tant que serveur d'API par exemple. Donc vous utilisez déjà, ou vous avez l'intention d'utiliser des certificats, donc, à savoir que c'est aujourd'hui recommandé, voire impératif, de proposer une sécurisation de vos communications HTTP, et ceci repose sur l'utilisation du protocole HTTPS, et cela nécessite d'utiliser des certificats. Donc je m'appelle Bruno Leguet, je travaille depuis une vingtaine d'années chez IC Consulting, où nous réalisons des sites web classiques, des sites et du développement 4D, et que ce soit avec 4D ou d'autres technologies. Donc on va faire un rappel historique d'abord du chiffrement un petit peu de manière générale, puis on va revenir sur le fonctionnement et en une description du protocole SSL et TLS et des certificats en général. Puis on fera le point sur les différents types de certificats, on évoquera les problématiques liées aux autorités de certification. Je vous présenterai ensuite la solution Let's Encrypt, qui essaie de répondre aux problématiques des autorités de certification actuelles. Pour la démo, je vous montrerai un composant. Donc c'est un composant qui est qui est en fait qui est en V18, qui est disponible avec des sources. Je vous donnerai les détails. Et donc ce composant permet d'automatiser la gestion de vos certificats. Et pour finir, je vous présenterai quelques conseils et préconisations pour améliorer la configuration de vos sites gérés avec 4D du point de vue de la sécurité. Donc on va pouvoir recommencer par une vision un petit peu historique du chiffrement. Donc la confidentialité des communications est une préoccupation très ancienne, donc ça remonte au 1er siècle avant Jésus-Christ, avec un premier algorithme qu'on a appelé le chiffre de César, qui a été mis au point selon la légende par Jules César. Donc celui-ci consiste en fait à un simple décalage dans l'alphabet, c'est-à-dire que la lettre A deviendra la lettre C, la lettre B deviendra la lettre D, et ainsi de suite. Bien évidemment, on évitera de faire un décalage de 26 caractères, puisque ça serait un chiffrement ou une méthode d'encryption qui ne serait pas très intéressante dans ce cas-là. Donc, au XVIe siècle, ensuite, on a eu Blaise de Vigenère qui a mis au point une évolution du chiffrement de César, qui est basé sur l'utilisation d'une table et d'une clé de chiffrement. Donc c'est une amélioration du principe du chiffre de César. Ensuite, en 1923, il y a eu l'invention de la machine Enigma, la célèbre machine Enigma, qui a été initialement créée et développée pour une utilisation commerciale, mais elle a été adoptée, améliorée et utilisée de manière très large par l'armée allemande jusqu'en 1945. Donc on voit ici l'inventeur de la machine Enigma en 1923 et la machine Enigma, donc avec une photo ici de cette machine qui servait en fait à crypter les messages transmis par l'armée allemande. Donc dans les années 70, des livres ont révélé que les Alliés étaient en capacité de déchiffrer tous les messages de l'armée allemande à partir de 1941. Le nom d'Alan Turing a été alors révélé au public, il a été plus connu, et il y a même eu un film qui s'appelle The Imitation Game, je crois, qui est très intéressant sur l'historique ou l'histoire d'Alan Turing et du déchiffrement ou du déchiffrement des messages Enigma. C'est une histoire que je trouve absolument passionnante. Je pourrais vous faire une présentation rien que sur ce sujet, mais aujourd'hui on va plutôt se concentrer sur Let's Encrypt.
Donc, dans une histoire plus récente, avec l'avènement des transistors et des premiers ordinateurs, le chiffrement devait s'améliorer, et donc, je considère pour moi l'histoire moderne à partir de l'apparition des ordinateurs. Et un des premiers problèmes qu'on a rencontrés, en fait, c'est l'échange sécurisé des clés. Donc à ce propos, deux cryptographes, Diffie-Hellman, proposent un système avec une notion de clé privée secrète et de clé publique. Donc ce système est basé sur un concept mathématique qui est la difficulté à factoriser de très grands nombres premiers. Donc ça a été la première évolution en 1976. Ensuite, en 1977, trois cryptographes, Rivest, Shamir et Adleman, ont proposé une évolution du principe de clé privée secrète et de clé publique qui permet non seulement de chiffrer un message, mais aussi de le signer. Donc cela a donné l'algorithme, le célèbre algorithme RSA et la société qui porte le même nom. En 1985, El Gamal a écrit un article sur le chiffrement et la signature sur la base de clés publiques. Ce cryptographe est considéré aujourd'hui comme le père du protocole SSL. Il a travaillé chez Netscape en 1994, lorsque cette société a sorti le premier navigateur à gérer les communications sécurisées. Donc, SSL est ainsi devenu le protocole standard pour gérer les communications HTTP. Donc une historique du protocole SSL-TLS, puisque lors de son évolution, le protocole a changé de nom. Donc il est apparu effectivement en 1994. On voit sur cette liste que le protocole TLS 1.0 et 1.1 ont une dépréciation prévue en 2020. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est fortement recommandé d'utiliser le protocole TLS version 1.2. Donc juste les significations des acronymes. Donc SSL c'est Secure Socket Layer et TLS c'est Transport Layer Security. Mais c'est finalement la même chose, c'est juste le protocole qui a évolué. Alors, pourquoi on utilise le protocole SSL-TLS et l'HTTPS? Il y a trois raisons fondamentales qui justifient l'utilisation du chiffrement SSL-TLS avec l'HTTPS. Donc, la confidentialité, c'est-à-dire que personne ne peut lire le contenu échangé entre vous et le serveur. Donc, ça peut être un mot de passe ou toute autre information qui est confidentielle. L'intégrité des données, c'est-à-dire que les données qui sont échangées entre le client et les serveurs n'ont pas été altérées par un tiers. Et enfin, le dernier point, c'est la confiance, c'est-à-dire que le site auquel on se connecte est bien celui qu'il prétend être. Alors, comment ça marche? Donc le SSL-TLS, on va d'abord rappeler deux principes fondamentaux qui sont le chiffrement. Donc il y a deux types de chiffrement, on va commencer par le chiffrement symétrique. Donc avec le chiffrement symétrique, les deux interlocuteurs partagent une clé. Donc ici on a Alice et Bob. Il y a une clé unique qui est partagée entre Alice et Bob. Et cette clé est utilisée pour le chiffrement et les déchiffrements. Donc concrètement ici, Alice veut envoyer un message à Bob. Elle va utiliser la clé secrète pour chiffrer son message. Le message chiffré peut alors être transmis de manière sécurisée. Et Bob va recevoir le message chiffré. Elle va utiliser cette clé secrète pour déchiffrer le message. Alors, c'est quelque chose aujourd'hui qui est très efficace et très rapide. Donc ça, c'est l'avantage du chiffrement symétrique. Donc par exemple, le protocole AES 256 est un standard aujourd'hui et il est optimisé de façon matérielle sur la plupart des processeurs modernes. La difficulté avec ce chiffrement réside dans l'échange de la clé, c'est-à-dire qu'il est difficile aujourd'hui d'échanger de manière sécurisée cette clé secrète. Donc pour le chiffrement asymétrique, le récepteur Bob ici dispose d'une clé secrète qu'il a générée. À partir de cette clé secrète, il va pouvoir générer une clé publique, et cette clé publique, il va pouvoir la transmettre à tout le monde. Il va notamment la transmettre aux personnes qui veulent lui envoyer un message de manière secrète. Donc, la clé publique peut être publiée par exemple sur votre site web. Donc ici, Bob a sa clé secrète, il a généré une clé publique, il l'a transmise à Alice. Alice va utiliser la clé publique de Bob pour enregistrer et chiffrer le message qu'elle veut lui envoyer. À partir de ce moment-là, le message est chiffré, va être transmis à Bob, et Bob utilisera sa clé secrète, qu'il garde précieusement, pour pouvoir déchiffrer le message et le lire. Seul le possesseur de la clé secrète est en capacité de déchiffrer le message. C'est-à-dire que même Alice, une fois qu'elle a chiffré le message, ne peut plus relire le message qu'elle a envoyé.
Alors, le problème de ce chiffrement, c'est qu'il est très lent. Donc on évitera d'utiliser du chiffrement asymétrique pour transférer des volumes importants de données. Alors maintenant qu'on a vu ces deux chiffrements, on va pouvoir mieux comprendre la négociation TLS. Le client va se connecter au serveur avec un message client hello. Le serveur va répondre avec un message de type serveur hello avec le certificat, et le certificat contient la clé publique du serveur. Le client va générer alors une clé unique aléatoire qui sera utilisée uniquement pendant la session. Cette clé unique aléatoire est chiffrée avec la clé publique du serveur et envoyée au serveur. Le serveur reçoit une clé unique de session chiffrée. Il peut la déchiffrer avec la clé secrète privée, et cette partie est un chiffrement donc asymétrique. Donc à partir de ce moment-là, le client et le serveur se sont mis d'accord sur les protocoles gérés de part et d'autre et utiliseront les protocoles les plus sécurisés possibles. Ils ont maintenant aussi une clé de session qui va pouvoir être utilisée pour effectuer un chiffrement symétrique. Donc voilà le fonctionnement du protocole TLS. Donc à partir de là, on peut commencer à effectuer une communication sécurisée, ici avec un exemple d'un HTTP GET qui est envoyé. Alors, les prérequis. De manière générale, pour publier un site web sécurisé, il vous faut un serveur web accessible depuis Internet avec une adresse IP fixe. Il vous faut ensuite un nom de domaine, donc il faut avoir au préalable déposé un nom de domaine auprès d'un bureau d'enregistrement et avoir effectué la configuration du DNS. Il faut avoir ouvert les ports 80 et 443 avec une configuration appropriée de votre pare-feu et éventuellement la configuration du NAT sur votre routeur ou votre pare-feu. Et enfin, il vous faut un certificat. Alors maintenant, on va expliquer un peu plus les certificats. Alors, le processus d'obtention d'un certificat est le suivant. La première étape consiste à générer une paire de clés, donc une clé privée et une clé publique. Ensuite, l'administrateur utilise la clé publique et des informations sur le site pour faire une demande de certificat. C'est-à-dire que la demande de certificat, donc le Certificate Signing Request, contient la clé publique qui correspond à la clé privée et des informations sur le serveur. Donc on va y mettre, c'est ce qu'on appelle le subject, on va y mettre par exemple le nom, le common name, c'est-à-dire le sous-domaine et le nom de domaine. On peut y mettre aussi par exemple la ville, l'organisation, le pays, etc. Donc ensuite, ce document, c'est un fichier en fait, le Certificate Signing Request, c'est un fichier normalisé, est envoyé à l'autorité de certification. Donc l'autorité de certification, elle, va effectuer de son côté, selon les cas, des contrôles plus ou moins poussés, et va générer un certificat qui va être signé par l'autorité de certification. C'est ce qu'on appelle un certificat X509. L'administrateur va récupérer ce certificat et installer ce certificat sur son site web, et à partir de ce moment-là, avec ce certificat et la clé privée, le serveur pourra effectuer des connexions en HTTPS. On va maintenant parler des autorités de certification. Alors, les autorités de certification, ce sont des sociétés commerciales dont l'activité consiste à fournir, à vendre, des certificats aux clients qui le demandent. Donc, les certificats racines des autorités de certification sont fournis préinstallés dans les systèmes sur macOS 10. Dans le trousseau d'accès, donc on peut les voir ici. Et par contre, sur la plateforme Windows, les certificats racines sont préinstallés dans les navigateurs. Il y a environ un peu plus d'une centaine d'autorités de certification avec des certificats racines reconnus. Donc si vous allez dans votre trousseau d'accès, vous allez voir environ un peu plus d'une centaine de certificats racines. Alors, une de ces autorités de certification peut contresigner une autre autorité de certification de second niveau. Il y a ainsi en réalité des milliers d'autorités de certification sur le marché. Donc, je vous ai mis ici quelques exemples d'autorités de certification assez connues, donc VeriSign, GeoTrust, DigiCert, etc. Alors, en ce qui concerne les types de certificats, le certificat le plus simple, le moins cher, c'est le certificat autosigné. Alors concrètement, lorsque vous utilisez un certificat autosigné, lorsque vous le générez, vous assumez le rôle d'autorité de certification. Alors techniquement, un certificat autosigné suffit pour chiffrer une communication.
mais il pose un problème au niveau de la confiance, car n'importe qui, vous voyez bien, peut se faire passer pour Bank of America. Donc c'est clairement quelque chose qui n'est pas autorisé par les navigateurs, et si vous utilisez un certificat autosigné, vous aurez un message de votre navigateur qui vous dira que la connexion n'est pas sécurisée. Alors ensuite, en ce qui concerne les certificats fournis par les autorités de certification officielles, on distingue 3 niveaux de certificat. Donc le premier niveau de certificat, c'est le certificat DV, qui correspond au Domain Validation. Donc c'est le certificat minimal, basique, sans contrôle administratif. Ensuite, on a le certificat OV, donc qui signifie Organization Validation. Donc des contrôles administratifs sur l'organisation sont effectués. Enfin, la Rolls des certificats, c'est le certificat EV qui veut dire Extended Validation. Dans ce cas, des contrôles administratifs poussés sur l'organisation sont effectués. Les certificats EV permettent d'avoir le nom de l'organisation à la place de l'URL, un cadenas vert, etc. Alors attention, ces distinctions risquent de disparaître dans un avenir à moyen terme. Donc, au niveau des types de certificats, enfin, on peut avoir un certificat qui assez basique, qui est attribué pour le nom de domaine et un sous-domaine. Par exemple, ici www.exemple.com, c'est le certificat de base. Si on veut n'importe quel sous-domaine, il faut alors utiliser ce qu'on appelle un certificat wildcard. Donc, il faut faire l'acquisition de ce certificat. Alors, en général, c'est vendu plus cher parce que c'est bien connu, l'étoile est quand même beaucoup plus cher que le www, et ça permet d'utiliser n'importe quel sous-domaine avec votre nom de domaine. Si on connaît à l'avance les sous-domaines que l'on souhaite utiliser, une solution très intéressante consiste à utiliser les Subject Alternative Names, ou SAN. Alors, on peut remarquer qu'on peut combiner plusieurs noms de domaine. Donc, par exemple, ici, vous avez un certificat pour www.exemple.com, mais vous avez aussi un certificat pour www.exemple.fr, alors que c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire avec un certificat wildcard. Donc, c'est tout à fait intéressant cette option. On va regarder ensuite quelques exemples de certificats. Donc, je vais essayer d'agrandir mon écran pour que vous puissiez voir de quoi on parle. Donc ici, on a un certificat qui a été attribué à events.kd.com. C'est un certificat qui a été attribué ou délivré par Let's Encrypt. On voit que c'est un certificat DV, puisque dans le subject, on a juste le nom du site. Et on voit aussi que c'est un certificat qui utilise un nom alternatif, donc un SAN, Subject Alternative Name, avec events.kd.com et submit.kd.com. Donc ensuite, on va regarder ensuite un deuxième certificat ici, qui est un certificat wildcard qui a été délivré par RapidSSL. Donc c'est un certificat DV wildcard, on voit l'étoile.kd.com, qui a été attribué donc à 4d.com. On va regarder aussi un autre certificat ici qui a été délivré pour Trello.com, donc c'est un certificat wildcard. Il a été délivré par DigiCert. On voit que c'est un certificat qui est un certificat manifestement OV, puisqu'on a plus d'informations au niveau du sujet. Donc ça, c'est un deuxième exemple de certificat wildcard. On va passer aussi au troisième certificat. Donc, je vais essayer de vous afficher ça. Voilà. Donc ici, on a la Rolls des certificats, c'est-à-dire que ça, c'est un certificat EV qui a été attribué à Apple. On le voit. Donc on voit ici que dans l'URL, le nom d'Apple est mis au centre avec un cadenas vert, et on a bien le nom de l'organisation. Donc c'est un certificat EV, on voit qu'on a beaucoup plus d'informations dans le champ sujet, et une information intéressante aussi, on voit que dans le nom alternatif, on a un www.apple.com.cn, c'est-à-dire qu'on en déduit que ce certificat est utilisé à la fois pour le site apple.com, mais aussi pour le site apple.com.cn qui est sans doute utilisé en Chine. Donc je vais repasser en mode normal. Voilà. Je vous ai mis ici un glossaire avec quelques informations si cela vous intéresse. Donc vous pourrez regarder ici les différents termes utilisés lorsqu'on parle de certificat. Donc avec 4D, la génération d'une paire de clés RSA se fait avec la commande Generate Encryption Keeper qui existe depuis de nombreuses années ou de nombreuses versions de 4D. On peut donc passer deux variables qui seront initialisées avec les clés, donc la clé privée et la clé publique. Les clés sont au format PEM, donc c'est un format texte qui est encodé en base 64
avec des balises, donc une balise de début, une balise de fin. On précise la taille de la clé qu'on souhaite. Aujourd'hui, on recommande au minimum une taille de clé de 2048 bits, voire plus. Alors, pour faire une demande de certificat, donc un fichier CSR avec 4D, on a la commande Generate Certificate Request. On va donc alimenter deux tableaux qui vont permettre de renseigner le subject de notre certificate request. On va aussi passer la clé privée qui va nous permettre de générer cette certificate request. Et on va obtenir donc le fichier CSR au format PEM et qu'on va devoir envoyer à notre autorité de certification. Alors, avec OpenSSL, je vous ai mis les commandes juste pour information. La génération d'une paire de clés RSA se fait avec la commande OpenSSL GenRSA. Ensuite, on va utiliser la commande RSA pour générer notre clé publique à partir de la clé privée. Voilà, donc ça c'est l'équivalent des commandes KD qu'on a vu tout à l'heure avec OpenSSL. Ensuite, la génération d'une demande de certificat avec OpenSSL, on va utiliser une commande de ce type-là, où on va renseigner le subject, on va récupérer notre clé privée et on va obtenir une CSR. Alors, si on veut vérifier le contenu d'une demande de certificat, donc le contenu d'un fichier CSR, on va utiliser cette commande OpenSSL qui va nous permettre de lire le contenu de notre CSR. On va retrouver à ce moment-là les informations qu'on a mis dans le subject et on va aussi pouvoir vérifier que notre CSR contient la clé publique. Alors avec OpenSSL, on peut aussi en une seule commande générer une clé privée et le certificat auto-signé. Donc je vous ai mis ici cette commande qui va générer un certificat auto-signé avec un subject et pour une durée de validité de 10 ans. Donc j'ai mis 3650 jours. Donc tant qu'à faire, hein, autant y aller. Donc quels sont les problèmes? Donc la démarche est trop compliquée et pas assez standardisée. Il y a plusieurs opérations à effectuer et à chaque fois des risques d'erreur. La comparaison des offres des autorités n'est pas simple. Il y a trop d'autorités de certification et il y a un coût plus ou moins important selon les options choisies. Et cela nécessite généralement l'utilisation d'une carte de crédit, d'un compte, etc. Ce qui n'est pas toujours simple dans les process des entreprises. Alors, donc la solution au problème d'avoir trop d'autorités de certification a été d'en créer une nouvelle qui s'appelle donc Let's Encrypt et qui a essayé de résoudre tous ces problèmes. Donc, l'idée derrière Let's Encrypt, c'était à la fois de résoudre les problèmes avec les autorités de certification actuelles et de démocratiser l'utilisation des certificats et du HTTPS. Alors, donc voilà, Let's Encrypt. Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, cette organisation s'appelle Let's Encrypt. C'est un projet qui a été initié à la fin de 2014 par l'EFF, Mozilla et l'Université de Michigan. Les sponsors financiers derrière ce projet sont Cisco et Akamai. Les certificats AC de Let's Encrypt ont été contresignés initialement par Hidden Trust. Le projet est géré par une organisation à but non lucratif qui a été créée à cette occasion, qui s'appelle ISRG. Alors, les principes, je vais passer rapidement sur les principes clés de Let's Encrypt. Donc c'est la gratuité, c'est l'automatisation, c'est la sécurisation, la transparence, l'ouverture et la coopération. Vous pourrez regarder en détail un petit peu tous les principes sur le site de Let's Encrypt. Alors, au niveau des sponsors, actuellement, on retrouve Mozilla, Cisco, l'EFF, on retrouve aussi aujourd'hui l'hébergeur français OVH, on a aussi derrière Chrome, Facebook, etc. Alors, au niveau des chiffres, on voit ici le nombre de certificats actifs produits par Let's Encrypt. Donc on voit le démarrage en 2016, la mise en production de Let's Encrypt, et on voit aujourd'hui que Let's Encrypt tourne autour de 200 millions de certificats actifs, ce qui est énorme. Alors, une autre stat aussi intéressante, c'est une évolution des pages chargées en HTTPS. Donc ça a été fait grâce à de la télémétrie sur Mozilla, le Firefox. Et on voit que en 2014, environ 30% des pages chargées utilisaient l'HTTPS, et alors qu'en 2020, on est à plus de 80%. Donc aujourd'hui, si vous êtes dans les 20% qui restent, eh ben, il faut vraiment passer à l'HTTPS.
Et si vous êtes dans les 80%, il faut aussi se poser la question, est-ce que vous devez utiliser Let's Encrypt et bénéficier de certificats gratuits? Alors une troisième stat, on va voir ici le nombre de certificats générés par jour. Donc on voit qu'aujourd'hui, en 2020, on est à plus de 1 million de certificats générés par jour. Donc ça représente un chiffre quand même qui est phénoménal pour une société ou une organisation qui emploie environ une dizaine de personnes. Alors une dernière information, c'est que au 27 février 2020, Let's Encrypt a annoncé avoir généré son milliardième de certificats. Ça fait quand même beaucoup de certificats. Alors aujourd'hui, Let's Encrypt, c'est la plus grosse autorité de certification, elle dépasse toutes les autres. Donc quand on parle de disruptive, je crois que Let's Encrypt est bien approprié pour cet adjectif parce qu'il a beaucoup en fait disrupté le marché des autorités de certification. Donc il y a une grosse remise en cause aujourd'hui des autorités de certification suite à l'apparition et la mise en place de Let's Encrypt. Alors les outils standards avec Let's Encrypt, on a un outil qui est proposé par défaut qui est Certbot qu'on peut récupérer à cette adresse. Et on a tout un ensemble d'autres clients qui ont été développés pour utiliser Let's Encrypt. On peut retrouver la liste sur cette URL et j'ajouterai bientôt le composant que j'ai créé. Alors, Let's Encrypt a mis au point un protocole qui s'appelle ACME. Ce protocole est destiné à automatiser la gestion des certificats. Il repose sur le protocole HTTP et le JSON. Les spécifications ont été formalisées dans une RFC qui est la 8555, qui est disponible sur cette URL. Let's Encrypt n'a pas les moyens humains de faire une vérification administrative des demandes de certificats, donc les vérifications sont faites de manière totalement automatisée. Le postulat est que si vous avez la maîtrise du nom de domaine, du DNS et du serveur HTTP, vous êtes alors légitime à avoir un certificat pour ce nom de domaine. Ces vérifications sont faites via des challenges. On va expliquer tout à l'heure les challenges. Alors, pour le moment, je vais vous donner des précisions concernant les versions du protocole ACME. Il y a eu deux versions. Donc la première version ACME V1 est sortie en avril 2016 et est aujourd'hui dépréciée. Donc ce protocole s'arrêtera de marcher en juin 2020, donc tout prochainement. La deuxième version du protocole ACME est sortie en mars 2018 et aujourd'hui c'est vraiment celle que vous devez utiliser. Alors, au niveau des types de challenge, on a le premier challenge qui est le challenge HTTP 01. Je ne vais pas entrer en détail tout de suite, je vous en reparlerai un petit peu après pour vous l'expliquer. Le second challenge est le challenge DNS 01. Il nécessite d'avoir la maîtrise et le contrôle du DNS pour ajouter une entrée dans le DNS de manière dynamique. Le problème est que cette technique est risquée car on doit automatiser la modification du DNS. C'est-à-dire qu'on doit avoir un serveur DNS déjà avec un API qu'on peut contrôler, et ensuite on doit stocker les credentials de cet API sur votre serveur web afin de modifier les entrées du DNS. Le problème avec ça, c'est que si votre machine, votre serveur web est compromis par un hacker, il aura facilement accès à ces credentials et pourra avoir une maîtrise totale sur votre DNS. Et là, c'est la catastrophe. C'est pour ça que ce challenge, moi, je l'ai mis de côté et je ne l'ai pas implémenté. Le troisième challenge était basé sur l'extension TLS nommée SNI, qui veut dire Server Name Indication. Donc ce challenge avait une faille de sécurité qui a été identifiée, donc ce challenge a été déprécié. Il n'est plus actif aujourd'hui. Le quatrième et dernier challenge est appelé TLS ALPN 01. Donc TLS avec Application Level Protocol Negotiation. C'est une extension c'est une extension au protocole TLS. Elle consiste à envoyer le nom du domaine lors de la négociation TLS. Ça a été documenté et formalisé dans la RFC 7301 de juillet 2014. Alors c'est implémenté dans la version d'OpenSSL version 1.02 depuis janvier 2015, mais aujourd'hui cette extension n'est pas activée à ma connaissance avec les dernières versions de 4D. Donc ce challenge est pas réalisable facilement avec 4D aujourd'hui. Alors maintenant on va parler un peu plus en détail du challenge HTTP 01. Alors on ne va pas en voir le temps d'entrer en détail dans le protocole, pour ça il faut se référer plutôt à la RFC. Donc je vais volontairement simplifier la description. Donc pour ce challenge, Let's Encrypt va vous donner un jeton unique, un token. Puis il va vérifier que vous avez la maîtrise du serveur web en effectuant une requête HTTP donc sur le port 80 avec une URL qui va contenir
ce jeton. Notre serveur web doit alors retourner la valeur attendue par Let's Encrypt, et si c'est le cas, Let's Encrypt va conclure, va juger que vous maîtrisez le serveur web et vous méritez alors d'avoir un certificat. Il ne reste plus qu'à aller récupérer le certificat et l'installer. Alors, qu'est-ce qu'on a avec Let's Encrypt et le protocole ACME? On va obtenir un certificat DV. Donc je vous avais dit tout à l'heure, le certificat DV, c'est le certificat minimum et basique. C'est le certificat qui correspond à Domain Validation. On peut avoir avec Let's Encrypt, et c'est très intéressant, des Subject Alternative Name. Et enfin, on va avoir, ce qui choque souvent les gens, c'est un certificat qui a une période de validité limitée à 90 jours. Alors, ça choque tout le monde au début, mais en fait, on se rend compte qu'à partir du moment où le protocole et le système est totalement automatisé, on n'a aucun problème à renouveler nos certificats tous les 60 jours, et ça nous donne une marge de 30 jours pour renouveler nos certificats. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait acceptable quand on connaît le fonctionnement de Let's Encrypt. Alors, il est aussi possible d'obtenir des certificats wildcard avec Let's Encrypt, mais ceci est uniquement possible avec les challenges DNS 01. Alors, quelques points sur lesquels j'attire votre attention. Le premier, c'est les limites d'utilisation. Donc, Let's Encrypt ont mis des seuils à ne pas dépasser pour l'environnement de production. Donc, si vous demandez, je sais pas moi, 50 certificats par jour pour le même nom de domaine, ils vont commencer à vous ralentir et à vous dire vous faites quelque chose qui n'est pas normal. Donc, c'est pour ça que lorsque vous allez faire de la mise au point avec votre code, je vous préconise d'utiliser l'environnement staging. Une fois que votre code est au point, vous passez dans l'environnement de production et tout se passera bien. Donc, l'autre point aussi, c'est que vous devez absolument avoir le port 80 ouvert. Il n'est pas possible d'avoir uniquement le port 443 ouvert. Alors, Let's Encrypt, ça peut s'utiliser avec des reverse proxy standards du marché. Donc, si vous utilisez un reverse proxy, le plus simple, c'est d'installer Let's Encrypt au niveau de vos reverse proxy. Donc, ici, je vous ai mis un certain nombre de reverse proxy standards du marché. Donc, Apache qu'on peut configurer en reverse proxy, il y a Nginx, il y a Envoy aussi qui est un gros reverse proxy, HAProxy, etc. Alors, en bas, je vous ai mis KDE2, un nouveau reverse proxy qui a été écrit récemment en Go, le langage Go, et il est disponible donc pour plusieurs plateformes, donc Mac, Windows, etc. Et il permet, ce qui est très intéressant, d'être configuré à la volée via un API REST. Donc on peut configurer son reverse proxy via une requête HTTP du JSON. Alors on peut mettre, si on veut, son reverse proxy dans un Docker, hein, voilà. Mais l'autre solution, en fait, c'est d'utiliser un composant qui a été fait avec KD. Donc dans ce cas-là, on n'aura pas les reverse proxy, et on va gérer directement le protocole ACME au niveau de 4D. Donc Tim Penner a écrit en 2016 un premier composant qu'il a appelé ACME Client Component 4D. Il implémente le protocole ACME en version 1, donc on peut le récupérer sur cette URL, et il y a une présentation qui a été faite sur le user group KD Method. Donc je vous invite à la consulter si ça vous intéresse. Donc le problème effectivement, c'est que c'est un composant qui va être obsolète avec l'obsolescence programmée de la version 1 du protocole. Donc j'ai décidé d'écrire un nouveau composant appelé ACME Component. L'objectif était pour moi de comprendre le fonctionnement du protocole et de voir s'il pouvait être implémenté avec 4D. Donc le composant ACME Component implémente la version 2 du protocole. Il a été écrit à l'origine en 4DV15 en décembre 2018, donc aujourd'hui, même s'il est en V18, il est bug portable en 4DV15. Donc la version actuelle, la version 1.00, est en 4DV18 en mode projet, et il est publié avec les sources donc sur GitHub. Il utilise les binaires de OpenSSL en version 1.02o du 27 mars 2018, et les binaires sont embarqués dans le composant. Il implémente uniquement le protocole ou le challenge HTTP 01. Il permet de gérer les certificats de type SAN avec les Subject Alternative Names. Les paramètres sont stockés dans des fichiers en local. Il a été utilisé en production pendant plus de 6 mois. Et je génère pas mal de logs avec ce composant, ce qui me permet de comprendre rapidement quels sont les problèmes qui sont rencontrés. Alors, on va passer à une démonstration. Alors, je vais lancer 4DV18. Voilà, je vais ouvrir ma base de démo. Voilà. Donc au niveau des préférences, j'ai renseigné ici mon adresse mail. Alors on peut en mettre plusieurs, mais j'en ai mis une seule.
J'ai indiqué ici que je suis d'accord avec les conditions d'utilisation du service Let's Encrypt. Ici, j'ai un bouton qui me permet d'aller consulter les conditions d'utilisation de Let's Encrypt si j'en ai envie. J'ai renseigné ici les deux noms de domaine, les FQDN, donc c'est le nom de domaine plus le sous-domaine, que je souhaite utiliser pour mon certificat. Donc voilà, ça c'est la partie paramétrage. Donc si vous souhaitez tester l'application, il faudra renseigner ça dans votre application, dans votre version de la démo, et il faudra bien sûr configurer le DNS, ouvrir les ports, etc. Donc on va passer maintenant sur l'écran de démo proprement dite. Donc là je vais travailler dans le mode production directement. Alors mon serveur là est arrêté, je n'ai pas de certificat, donc je vais faire un premier test en fait, en démarrant mon serveur. Donc vu que je n'ai pas de certificat, mon serveur démarre uniquement en mode HTTP, c'est-à-dire que le mode HTTPS n'est pas activé puisque je n'ai pas de certificat. Donc on va faire un test ici, le plus simple c'est de le faire avec curl. Donc je fais un curl ici sur le protocole HTTP, donc normalement il doit répondre. Voilà, donc il répond correctement. Et si je fais un curl sur le protocole HTTPS, donc normalement mon serveur ne doit pas répondre. Donc c'est bien le cas. Donc maintenant, en fait, ce qu'on va faire, on va déclencher la commande du certificat avec ce bouton. Donc ce bouton va générer la demande de certificat, va générer la clé privée, la clé publique, va générer la demande de certificat, donc le fichier CSR, va l'envoyer à Let's Encrypt, va se préparer pour répondre au challenge de Let's Encrypt, va attendre que Let's Encrypt lui donne le signal que les challenges ont bien été vérifiés, va ensuite récupérer le certificat, l'installer et redémarrer le serveur web. Donc ce bouton va faire tout ça. Donc on est prêt, c'est parti. Donc pour vérifier le fonctionnement, on va aller consulter les logs. Donc on voit ici les informations qui sont échangées entre le composant et le serveur Let's Encrypt. Donc magie de la démo. Alors on devrait voir ici des informations apparaître, des notifications qui vont nous informer sur l'avancement du processus. Voilà, donc ici on voit que la commande est passée, elle a été acceptée par Let's Encrypt. Donc maintenant le composant prépare à répondre au challenge. Et on voit ici que le certificat a été récupéré, le serveur vient de redémarrer. Donc ici on voit le certificat dans les logs. Donc on voit ici que notre serveur a bien redémarré en HTTPS et on peut donc tester la connexion. Voilà, donc on a une connexion qui est bien établie avec le cadenas. Et ici, on a détecté avec une page toute simple qui détecte ici, qui met Secured si la page est bien sécurisée. Donc de ce point de vue-là, ça a bien marché. On peut aller consulter le certificat, donc dans un format lisible au format texte. Voilà. On peut aller voir le fichier de certificat qui vient d'être récupéré. On peut aller supprimer le certificat, mais je ne vais pas le faire maintenant, et éventuellement faire une tentative de récupération du certificat. Et voilà donc pour la démo. Regardons maintenant du côté du code. Donc, les méthodes préfixées par Acme sont des méthodes du composant, et les méthodes qui sont préfixées par CERT sont des méthodes que j'ai écrites au niveau de la démo ou au niveau de votre base de données pour pouvoir utiliser le composant. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est préciser avec Acme Directory URL set si on veut utiliser Let's Encrypt en mode production ou en mode staging, c'est-à-dire en environnement de test. Donc par défaut, le composant est en mode production, donc si vous voulez faire des tests, je vous invite et je vous préconise de passer en environnement staging. Donc ça se fait avec l'exemple de code qui est là-haut.
Ensuite, on peut utiliser la commande acme working dir set qui va nous permettre de définir le chemin ou le dossier où on va stocker nos différents éléments. Donc où est-ce que les informations concernant les certificats, les comptes, etc. Let's Encrypt ont été sauvegardées. Ensuite, on va créer et appeler une méthode que j'ai appelée certAccountInit et on verra tout à l'heure ce qu'elle fait. Donc ça va nous permettre d'initialiser notre compte chez Let's Encrypt. Ensuite, on va appeler la méthode certRenewAuto qui va nous permettre de vérifier si on doit récupérer un certificat ou si notre certificat est sur le point d'expirer et qu'il doit être renouvelé. On verra tout à l'heure le contenu de cette méthode. Et une fois qu'on a fait ces deux opérations et que tout s'est bien passé, on peut lancer notre serveur. Alors en ce qui concerne la méthode certAccountInit, elle ressemble à ceci. On essaie donc de lire les informations de notre compte avec la méthode acmeAccountObjectGet qui va nous retourner un objet. Et cet objet, s'il est nul, ça veut tout simplement dire qu'on n'a pas encore créé notre compte chez Let's Encrypt. Et donc on va passer à la méthode certAccountCreate pour le créer. Alors l'objet ressemble à ceci, hein, c'est un objet tout simple. On se fiche un peu à cette étape ce qu'il contient, on veut juste savoir s'il a été initialisé ou s'il est vide. Donc la méthode certAccountCreate, on va l'utiliser pour appeler acmeNewAccountObject, qui est un objet qui va nous permettre de créer et d'initialiser notre compte. Donc, cette méthode, j'utilise une méthode qui est un constructeur en fait, qui va m'initialiser un objet qui s'appelle ici payload, et je lui passe deux informations. Je lui passe ici mon adresse mail, alors on va mettre ce qu'on veut ici. Ça peut être aussi un tableau, hein. J'autorise en fait soit une variable texte, soit un tableau, et un booléen qu'on devra mettre à vrai, qui va indiquer qu'on est d'accord avec les conditions d'utilisation du service Let's Encrypt. On va ensuite passer cet objet qui est créé et qui ressemble tout simplement à ceci, à la méthode acmeNewAccount qui va elle se charger de contacter Let's Encrypt, de créer notre compte et de nous donner finalement un identifiant de compte qu'on va nous stocker à partir de ce moment-là pour les échanges futurs avec Let's Encrypt. En ce qui concerne la méthode certRenewAuto, donc c'est une méthode qu'on va créer et qui va vérifier le certificat qui est installé et qui va déterminer si on doit le renouveler. Donc on va appeler la méthode acmeCertCurrentGet qui va nous retourner le certificat actuel qui est installé dans une variable texte, donc elle va nous le retourner au format PEM. Alors si cette méthode ou cette fonction retourne faux, ça veut dire qu'on n'a pas de certificat actuellement. Donc dans ce cas-là, on devra forcément forcer le renouvellement ou la demande de certificat. Donc, par contre, si elle nous retourne vrai, ça veut dire qu'on a un certificat. Et dans ce cas-là, on va simplement demander avec la méthode acmeCertCheck, est-ce que notre certificat va expirer dans les X prochains jours. Alors ici, j'ai mis un paramètre arbitraire qui est de 30 jours. Je vais convertir ces 30 jours en secondes et je vais passer ces informations-là, donc le certificat au format PEM et le nombre de secondes correspondant à la tolérance que je veux utiliser pour déterminer si mon certificat doit être renouvelé ou pas. Donc si je suis dans les, par exemple à 10 jours avant l'expiration du certificat, cette méthode ou cette fonction me retournera vrai. Par contre, si mon certificat expire dans plus de 30 jours, cette fonction me retournera faux. Donc on voit bien ensuite à la fin de la fonction ici que je vais appeler le renouvellement du certificat, soit si je n'ai pas encore de certificat, soit si le certificat va expirer dans les X prochains jours. Donc ici, c'est les 30 prochains jours. Donc la méthode que j'ai créée pour renouveler mon certificat est toute simple, hein. En fait, ici, je constitue la liste des noms de domaine, des FQDN que je veux avoir dans mon certificat. Donc le premier, c'est le nom de mon site principal, et les noms qui sont indiqués en dessous, en fait, vont figurer dans le Subject Alternative Names. Donc avec cette commande-là, on va pouvoir générer la CSR avec le Subject Alternative Name, envoyer cette CSR à Let's Encrypt, démarrer le processus du challenge, répondre au challenge que va faire Let's Encrypt, et finalement récupérer le certificat, installer le certificat et redémarrer notre serveur web. Donc cette commande fait en fait tout le travail. Alors, il nous reste quand même à faire deux choses avant de pouvoir faire tout ça. C'est qu'on doit aussi modifier la méthode de base de données onWebAuthentication, donc sur authentification web, pour intercepter les requêtes
qui correspondent au challenge HTTP 01. Donc ça se fait en fait en utilisant une fonction qui s'appelle Acme on Web Authentication, à laquelle on va passer l'URL qui a été utilisée, et cette méthode-là nous retournera vrai si c'est une URL qui correspond au challenge HTTP 01. Elle va alors alimenter correctement la variable ici que j'ai appelée VBAllowed, que je vais retourner dans la méthode onWebAuthentication. Et donc en dessous, vous avez votre code d'authentification classique de votre application. Alors ensuite, il y a la méthode onWebConnection, Acme onWebConnection, qu'on va utiliser dans la méthode de base de données sur connexion web, et qui va intercepter les requêtes pour les challenges HTTP 01. Et c'est tout ce qu'il y a à faire au niveau du code pour pouvoir utiliser Let's Encrypt avec ce composant. Alors, on va passer maintenant à quelques conseils que je vais vous donner pour améliorer la configuration de votre site HTTP. Alors, la première chose, c'est que les algorithmes de chiffrement en fait, sont définis par défaut dans 4D, mais vous pouvez aussi restreindre et limiter les algorithmes de chiffrement que vous souhaitez supporter. Deux choses par rapport à ça. La première chose, c'est que la configuration des algorithmes de chiffrement s'applique à la fois à la communication HTTP et HTTPS, mais s'applique aussi à la communication client-serveur lorsque celle-ci est le mode sécurisé est activé. Donc il faut faire attention, c'est-à-dire que les modifications que vous pouvez faire avec cette commande impactent à la fois le comportement de votre serveur web, mais aussi le comportement de communication 4D client, 4D serveur. L'autre recommandation que j'ai à vous faire par rapport à cette liste d'algorithmes de chiffrement, c'est autant que possible de rendre cette liste paramétrable et que vous n'ayez pas à recompiler une version de votre application pour simplement effectuer une modification sur ces algorithmes de chiffrement. Ça vous permettra de réagir plus vite si vous avez besoin d'effectuer en urgence une modification de ces algorithmes. Au niveau des améliorations qui ont été apportées avec 4DV16R6, il y a le PFS qui est le Perfect Forward Secrecy. C'est une amélioration du protocole TLS qui est en place depuis 4DV16R6 donc. Elle permet de mieux protéger la clé de session éphémère en utilisant le protocole Diffie-Hellman, donc c'est pour ça qu'on va retrouver les suffixes DH ou ECDH, qui est la version avec elliptic curve du Diffie-Hellman, et ça va être une meilleure protection de la clé éphémère en cas de compromission de votre clé secrète. Donc on va avoir à cette occasion l'apparition d'un fichier qui s'appelle dhparams.pem qui apparaîtra automatiquement à côté de votre application. Alors PFS à ma connaissance ne peut pas être désactivé, et il est activé par défaut à partir de la 4DV16R6. Ensuite, on va avoir avec la 4DV16R6 le protocole de chiffrement RC4 qui est désactivé par défaut, ce qui est une bonne chose parce qu'aujourd'hui c'est un protocole qui est obsolète et totalement déconseillé. Alors, en 4DV17, il y a une option qui est apparue qui s'appelle HSTS. Alors ça veut dire HTTP Strict Transport Security. C'est une option qui permet de demander au navigateur de se rappeler que notre site doit être contacté uniquement en HTTPS. C'est-à-dire que votre navigateur, avec votre nom de domaine, quand il va voir votre nom de domaine, ne fera pas une tentative initiale en HTTP, il va récupérer à ce moment-là une redirection pour passer en HTTPS, il va voir que ce site doit être principalement et automatiquement contacté en HTTPS, donc il vous contactera directement en HTTPS sans passer par la case HTTP au départ. Alors c'est une option de sécurité qui est aujourd'hui préconisée. Alors ça se configure en mettant une durée qui est exprimée en secondes, mais qui correspond en général à un nombre très long. On va voir souvent 1, 2, voire 3 ans exprimés avec ce paramètre. Et ça va correspondre en fait à un en-tête qui est ajouté lorsque votre serveur va répondre. L'en-tête s'appelle Strict Transport Security avec la valeur qu'on a configurée et qui va en fait indiquer au navigateur qu'avec ce nom de domaine, vous devrez absolument utiliser le HTTPS. Une caractéristique de cette option lorsqu'elle est activée, c'est que 4D gère automatiquement pour vous la redirection 301. Donc ça, il faut que je demande des précisions à 4D là-dessus. Il y a une nouvelle commande aussi qui a été introduite en 4DV16R6 qui est assez intéressante, qui s'appelle Web Get Server Info, qui vous retourne dans un objet tout un ensemble de caractéristiques de votre serveur web. Donc on va retrouver à l'intérieur
des informations sur la cache, des informations sur l'activation ou pas du HTTPS, les informations sur la version d'SSL, sur la liste des protocoles de chiffrement, etc. Donc c'est une nouvelle commande qui est très 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 intéressante. Autre préconisation que je vais vous faire, c'est que au niveau de vos DNS, vous pouvez configurer les enregistrements CAA. C'est CAA, c'est-à-dire ce sont des entrées qu'on peut configurer et qui permettent de restreindre au niveau de votre DNS, de restreindre la liste des autorités de certification qui sont habilitées à livrer un certificat pour votre nom de domaine. Donc plus vous utiliserez cette fonction, moins vous aurez de possibilités d'avoir des certificats qui sont générés de manière frauduleuse pour votre nom de domaine. Donc on peut interroger en fait la configuration de notre DNS avec la commande dig par exemple pour avoir et consulter cette configuration là. Donc chez nous typiquement chez ASC Consulting, on voit qu'on a configuré deux autorités de certification, c'est-à-dire Amazon et Let's Encrypt. Alors un autre point aussi à vérifier, c'est ce qu'on appelle le Mixed Content Security, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez basculer de HTTP à HTTPS, il faut absolument que toutes les ressources présentes sur votre page soient elles aussi en HTTPS. Si vous envoyez une page en HTTPS et que vous avez à l'intérieur un accès à une ressource, que ce soit une image ou un script JavaScript par exemple, et qu'il est en HTTP, votre navigateur affichera une erreur, une erreur de type Mixed Content. Donc vous devez en fait anticiper ces erreurs. Donc vous avez trois moyens pour anticiper ces erreurs et les corriger. La première consiste à ajouter une en-tête dans votre HTTP qui est Content Security Policy avec la valeur Upgrade Insecure Requests. La deuxième est tout simplement d'aller dans vos pages HTML et de corriger les URL qui sont utilisées, donc de les passer de HTTP à HTTPS. Alors une astuce qu'on peut utiliser, c'est qu'on peut tout simplement supprimer la référence du protocole et donc commencer notre URL par simplement // et dans ce cas-là, le navigateur utilisera le protocole courant pour charger la ressource. Enfin, il existe une extension qui s'appelle HTTPS Everywhere qui peut être utilisée, qui permet de détecter dans une page web tous les accès à des ressources qui ne sont pas en HTTPS. Alors enfin, quels sont les outils pour vérifier comment votre serveur est sécurisé et le niveau de configuration de votre SSL TLS. Alors je vous propose trois outils. Le premier est un outil en ligne de commande qui s'appelle OpenSSL avec l'option SClient qui vous permet en fait de faire une simulation de connexion sur votre port et d'initialiser ou d'initier une session TLS. Donc vous aurez des informations avec cette commande. Vous avez ensuite un outil qui n'est pas installé par défaut en général, mais qui est utilisé pas mal par les gens qui veulent vérifier la sécurité d'infrastructure, qui s'appelle Nmap. Donc cette commande Nmap va vous permettre de vérifier la configuration de votre site web. Et enfin, vous avez un outil en ligne qui est très bien fait, qui s'appelle SSL Labs, et qui vous permet d'aller vérifier la configuration de votre site web et d'obtenir une note. Donc je vais vous montrer rapidement à quoi ça correspond. Donc maintenant, on va aller vérifier avec notre application toujours le résultat de Qualys SSL. Donc il va nous lancer un processus qui est assez long. Pendant qu'il fait ça, on va aller faire deux autres vérifications. Donc on va utiliser la commande sclient qui va nous permettre, donc OpenSSL sclient qui va nous permettre de faire une tentative de connexion sur notre serveur HTTPS. Donc voilà, en fait on voit que c'est assez rapide. On voit ici les informations sur le certificat. On voit que c'est un certificat qui a été fourni par Let's Encrypt. On voit ici notre certificat. On voit ici la version du TLS, donc c'est bien du TLS 1.2. La version du protocole de chiffrement. Donc tout s'est bien passé. Donc ça c'est une bonne vérification. On peut aussi faire une vérification, comme je vous disais, avec Nmap. Donc Nmap, avec le domaine ici qui est en .com. Voilà. Donc Nmap prend un peu plus de temps, parce qu'Nmap va faire des vérifications avec différentes combinaisons de protocoles et d'algorithmes de chiffrement.
Donc là en fait on voit que c'est assez rapide. Donc sur le port 443 en TCP, il a réussi à ouvrir une communication en HTTPS. On voit ici des informations sur notre certificat, donc le common name. On voit aussi ici les alternative names, donc les SAN. On voit ici la taille de notre clé. On retrouve ici la version du protocole TLS, version 1.2, et la liste des certificats, la liste pardon, des algorithmes de chiffrement. Donc ça nous donne une note pour Nmap qui est une note A, ce qui est très bien pour Nmap. Alors on va voir où on est SSL Lab. Donc on voit que SSL Lab nous a donné une note de A+, pour notre site ici en .com. Donc on voit ici les différentes informations concernant, donc on voit ici qu'on est en TLS 1.2, on retrouve l'algorithme de chiffrement et la compatibilité avec les différentes plateformes. Donc on voit par exemple ici qu'avec Safari, le site ne sera pas supporté sur Safari 6, sur iOS 6. Et donc voilà pour la partie SSL Lab. Donc, quelques précisions là-dessus. Donc, au niveau des notes de SSL Labs en fonction des versions de 4D, on voit sur ce tableau que les versions 12 et 13 aujourd'hui sont totalement déconseillées. Les versions aujourd'hui qui sont préconisées, c'est quand même la version 17.4 ou la version 18, sachant que la différence entre le A et le A+, c'est l'activation ou non du HSTS. Donc si vous avez le HSTS qui n'est pas activé, ce qui est le cas par défaut, vous obtiendrez une note A. Si vous avez activé l'option HSTS, vous aurez alors une note A+. Donc ces tests ont été effectués en début d'année 2020. Donc juste pour conclure, hein, je rappelle, le composant est en open source, il est disponible sur mon GitHub, vous verrez les informations sur ma dernière page. Donc si vous voyez des améliorations, vous avez des questions, contactez-nous. Si vous avez besoin d'aide sur le sujet, eh bien, on est toujours à l'écoute pour voir ce qu'on peut faire pour vous. Je vous ai mis ici un ensemble de liens si vous voulez aller approfondir le sujet de Let's Encrypt. Regardez les présentations qui sont très bien faites par différents interlocuteurs sur la présentation de Let's Encrypt. Donc c'est en anglais mais c'est assez intéressant. Enfin, un dernier point, en ce qui concerne Let's Encrypt, c'est une organisation à but non lucratif, donc si vous utilisez Let's Encrypt de manière régulière, si vous appréciez leur service, je vous encourage et je vous invite à faire un don à cette organisation qui nous permet aujourd'hui d'utiliser des certificats de manière très intéressante. Donc merci d'avoir assisté à cette présentation confinée, encore une fois. J'espère vous rencontrer à nouveau au prochain Summit. Vous avez en bas le lien vers mon LinkedIn et le GitHub où vous trouverez le composant. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des besoins concernant la sécurisation de vos sites web ou de vos infrastructures en général. Nous verrons comment on peut vous aider sur ces sujets. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.